Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation des teachers du net. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la navbar. Cela va me permettre de vous montrer comment passer des données à vos composants. Si on vient au niveau du code source, on peut imaginer que la navbar est gérée par ce composant, navbar user. Navbar user, c'est donc tout ceci, la navigation. Je vais tenter de pouvoir encadrer cela et c'est ce michi là. Si on vient donc au niveau de JS Components, vous allez voir que j'ai un composant navbar user. Et si on revient au niveau de ce composant là, on lui passe des informations. En l'occurrence ici, les informations sur l'utilisateur authentifié, l'utilisateur connecté au niveau de notre plateforme. Au niveau de Laravel, voici comment on procède pour récupérer l'utilisateur connecté. On aurait pu écrire également auth user de cette manière-là. Vous allez voir, on aurait eu le même résultat. Quelque chose de très important, là on se trouve au niveau de Blade. Donc ce n'est pas Vue.js, c'est Blade. Et on a dit qu'on aura maintenant ce composant-là. Et voici toute la partie Vue.js en grosso modo. Mais pour passer des informations à un composant, en Vue.js, on utilise ce qu'on appelle des props ou bien des properties. Là, j'ai une property user et toutes les propriétés, vous devez les définir. Donc, au niveau de notre composant navbar user, nous avons indiqué que nous avons une propriété user. Cette propriété-là, elle est un peu dynamique. Donc, on met le binding avec le 2 points. Et puis, on va encoder les informations sur l'utilisateur connecté avec la fonction PHP JSON encode. Donc, vu que là, on est en PHP, on peut utiliser cette fonction. C'est pourquoi j'indiquais clairement que pour l'instant, on est au niveau de Blade. On encode ce JSON et on le passe au niveau de notre propriété. Si vous regardez donc le code source, vous allez voir qu'on a navbar user et on a passé les informations sur l'utilisateur connecté sous forme de propriété. Il est important de mettre 2 fois les accolades, sinon Blade ne saura pas qu'il doit afficher, qu'il doit rendre ceci et puis le mettre comme contenu. Donc si je n'avais pas mis 2 fois les accolades, ça ne va pas marcher. Une autre manière de faire ceci avec Laravel, c'est d'utiliser la directive blade JSON. Donc vous pouvez utiliser @JSON et ceci va vous donner le même résultat. Pour l'instant, ça ne va pas marcher et puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous regardez le code source, au niveau de JSON, on utilise les double quotes. Donc ici on a les double quotes, ici on a les double quotes, il ne comprend plus rien. Donc si vous utilisez @JSON, vous n'allez pas mettre les double quotes à ce niveau-là, vous allez mettre les simple quotes. Comme ça, il pourra comprendre ce que vous êtes en train de dire et vous voyez que tout va marcher maintenant à la perfection. Et bien, c'est le cas. Donc moi, généralement, j'aime utiliser @JSON. Rappelez-vous, c'est important de mettre les simple quotes. Sinon, vous allez vous dire, pourquoi ça ne marche pas? Et puis, c'est la raison. Venons maintenant au niveau de notre composant. On a vu que pour toutes les propriétés, il faut les définir. Donc, si je n'avais pas défini cette propriété-là, cela n'allait pas marcher. Si on avait une autre propriété, par exemple, disons Toto, et puis on passait une valeur statique, il fallait également définir cette propriété Toto de cette manière. Je compte faire une formation sur Vue.js. Donc, pour ceux qui sont intéressés à apprendre Vue.js, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas et puis vous serez notifié aussitôt que cette formation sera disponible. Mais si on remonte, voici la partie qui m'intéresse. On dit qu'on va afficher le drop-down. Lui, c'est un autre composant, ce drop-down là. Je dis que je vais l'afficher uniquement si l'utilisateur est authentifié, si l'utilisateur est connecté. Maintenant, en ce qui concerne, on va essayer de voir par exemple login, register et tout, ils seront présents si l'utilisateur n'est pas authentifié. Au niveau de Vue.js, vous avez la directive vif. Si ceci est évalué à true, alors là, on va rajouter l'élément au niveau du DOM. Dans le cas contraire, il sera retiré. Donc, si l'utilisateur n'est pas authentifié, on verra ce lien, on verra ce deuxième lien, on verra également notre troisième lien, et ainsi de suite. Mais si l'utilisateur est authentifié, on verra le drop-down. Vu que pour l'instant, je suis authentifié, on voit ceci. Mais lorsque je ne suis plus authentifié, on ne voit plus le drop-down. Donc, je vais tenter de me connecter de nouveau avec mes identifiants. Et bang, voici le résultat. Maintenant, on peut se demander, is authenticated, d'où est-ce que ça provient?
Si vous regardez tout juste en bas, vous allez voir qu'on définit ce qu'on appelle une computed property. On n'avait pas encore parlé de cela, donc parlons rapidement de ceci. En théorie, on aurait pu créer une méthode. J'aurais pu venir au niveau de méthode, créer une méthode isAuthenticated, et puis elle va retourner ceci. Cela aurait marché sans problème. Tout ce que j'aurais à faire, c'est rajouter des parenthèses. On va essayer de compiler ce code-là. Je vais faire un yarn run dev. Donc là, on a plein d'erreurs. On me dit que j'ai oublié de rajouter une virgule. On va mettre la virgule. Pourquoi pas, je vais faire un yarn run watch. On revient au niveau du navigateur. On actualise. On va tenter de se déconnecter. Donc, vous voyez que là, ça ne marche plus bien. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, isAuthenticated, il faudra maintenant mettre des parenthèses. Là, je ne vais pas mettre de parenthèses, mais partout ailleurs, on va mettre des parenthèses, vu que c'est maintenant une méthode. Vous voyez, ça marche. On vient à ce niveau, on se connecte également. On a le même résultat. Mais les computed properties, à la différence des méthodes, elles ne sont pas toujours réévaluées. Si on regarde ceci, au niveau de la méthode isAuthenticated, qu'est-ce qu'on fait? On accède à notre propriété thisUser. Donc, ce qu'on a eu à passer ici, ce user-là, c'est une propriété. Et pour accéder à toutes les propriétés, lorsque vous êtes au niveau du JavaScript, vous mettez this suivi du nom de la propriété. C'est pareil pour les données. Si on veut accéder à une donnée, on met this suivi ici du nom de la donnée. Donc, on accède de la même manière aux propriétés et aux données. Si on est au niveau maintenant de la partie template, pour accéder à une propriété, on met le nom de la propriété. De la même manière, pour accéder à une donnée, on met le nom de la donnée. Donc, où est-ce que j'ai eu à utiliser isOpen? Si je l'ai utilisé quelque part. Bon, là, c'est comme si pour l'instant, je ne vois pas où est-ce que j'ai eu à l'utiliser. Probablement, je vais devoir retirer ceci. Mais si on veut accéder à une donnée également, on peut mettre le nom de la donnée directement. Donc, on accède aux propriétés et aux données de la même manière. Mais si vous regardez cette méthode isAuthenticated, on vérifie est-ce que la propriété est différente de nulle. Lorsque l'utilisateur est connecté, authUser aura comme données les données de l'utilisateur. Mais lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, authUser aura comme valeur nulle. On va le prouver. Pour l'instant, on est connecté, on a les données de l'utilisateur. Je vais me déconnecter et puis vous allez voir, on aura nul comme valeur. Donc, en grosso modo, tout ce qu'on fait, si c'est différent de nul, ça va retourner true pour dire qu'il est connecté. Dans le cas contraire, ça retourne false. Et on peut utiliser ceci pour nos vérifications. Mais même si thisUser n'a pas changé, donc même si l'utilisateur est resté le même, le contenu de cette méthode sera toujours réévalué. Donc même si la dépendance réactive n'a pas changé, le contenu de cette méthode sera toujours réévalué. Donc là, il va toujours réévaluer ceci, réévaluer ceci. En termes de performance, ce n'est pas adapté. C'est pourquoi on peut définir ce qu'on appelle des computed properties. Donc là, à la différence des méthodes, le contenu va être réévalué uniquement si les dépendances réactives changent. Donc si thisUser, c'est toujours la même valeur, on ne va pas réévaluer ceci. La valeur sera mise en cache et on pourra la réutiliser sans problème. Donc en termes de performance, dans certains cas avec les computed properties, vous allez en gagner parce que ceci est mis en cache. Raison pour laquelle j'ai défini ceci comme une computed property. Et pour accéder aux computed property, on ne met pas les parenthèses. Donc, vous voyez que ici, isAuthenticated, je l'ai mis sans mettre les parenthèses. Si je m'amuse à mettre les parenthèses, on aura une erreur parce que ce n'est pas comme ça qu'on appelle les computed properties. Et voici, on nous dit isAuthenticated n'est pas une fonction. Donc, pour accéder aux computed properties, on ne met pas les parenthèses. On y accède comme si c'était des données classiques. Donc, voilà, aussi simplement, c'est ce que je voulais vous montrer, comment passer des données. Donc, si vous voulez passer des données, vous allez utiliser les propriétés, soit avec JSON encode ou bien @JSON et ça marche. Revenons au niveau de l'exemple. Je vais tenter de me reconnecter. Ce truc-là me fatigue. On va revenir là, je mets Mercury Series, passer 1, 2, 3. Et puis, je vais prendre l'exemple des préférences. Si on regarde le code source,
les préférences et au niveau de User et Compte, préférences Edit. Vous voyez qu'on a un composant préférence Picker qui permet de choisir les préférences. Ensuite, j'ai deux propriétés, catégorie et préférence. Donc, vous imaginez que j'aurai un composant préférence Picker au niveau duquel j'aurai défini mes deux propriétés, préférence et catégorie. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Je vais tenter de me retrouver. Bref, j'ai eu à fermer ceci, donc je dois revenir là. Vous voyez que je passe toutes les catégories et je passe les préférences actuelles de l'utilisateur. Donc pour l'instant, je n'ai choisi aucune préférence. Je vais mettre art et puis gastronomie. On fait sauvegarder. On me dit que ça a été sauvegardé. Et vous allez voir maintenant mes préférences. On peut voir mes préférences sont art et gastronomie. Donc, on passe les préférences actuelles et puis on passe toutes les catégories. Et grâce à ces deux informations-là, on pourra griser en grosso modo les préférences de l'utilisateur et puis lister toutes les autres catégories pour qu'il puisse également les choisir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la logique, mais je voulais vous montrer qu'on passe des propriétés. Ici, j'ai défini une donnée que j'ai appelée user préférence que j'ai initialisée avec la valeur de ma propriété en mettant 10 préférences. En général, au niveau de Vue.js, vous n'êtes pas censé modifier les propriétés. Donc, on ne va pas modifier les valeurs des propriétés directement de cette manière-là. C'est pourquoi j'ai initialisé une donnée user préférence et puis elle, je peux la modifier sans problème. Vu que si vous modifiez une propriété directement, Vue.js ne sera pas content. Donc, si je m'amuse à faire par exemple 10 préférences et puis je mets un tableau vide juste pour vous le montrer. Vu que là, 10 préférences, ça fait beaucoup de références, ça fait référence à notre propriété. Dès que je vais cliquer sur un élément, normalement la méthode toggle est appelée, vous allez voir automatiquement, Vue.js ne sera pas content. On va cliquer. Et puis, on aura ici une erreur. On nous dit d'éviter de faire une mutation des propriétés directement. En lieu et place de cela, il faut utiliser les données ou bien les computed properties basées sur la valeur de la propriété. C'est pourquoi j'ai défini une donnée qui est basée sur la valeur de la propriété et puis elle, je peux la modifier sans problème. Dernière chose que vous allez voir, on fait également différentes requêtes et pour effectuer ces requêtes-là, on utilise ce mode. Je vais prendre un exemple qui est beaucoup plus simple au niveau de la navbar pour vous parler des requêtes. Donc, on peut utiliser n'importe quelle librairie JavaScript pour faire des requêtes. Nativement, vous pouvez même utiliser l'API Fetch. Si vous faites une recherche au niveau de Google, on met Fetch MDN pour Mozilla Developer Network. Vous pouvez utiliser cette API-là pour faire des requêtes HTTP de type GET, de type POST. Actuellement, ce n'est pas supporté par tous les navigateurs, mais c'est bien supporté par la plupart des navigateurs modernes. Donc, la grande majorité des navigateurs modernes. Mais moi, j'aime utiliser Axios, qui a une plus grande couverture en termes de compatibilité. Et vu que ça, ce sera une requête asynchrone qui sera effectuée, en grosso modo, la réponse peut prendre du temps. Avant, ce qu'on aimait utiliser, c'est le système de promesses pour dire on va faire cette requête et puis si on a un résultat, on va utiliser la réponse et puis faire quelque chose avec cette réponse. Cela marche toujours parfaitement. Mais moi, j'aime utiliser async et wait. J'ai fait plein de CTRL-Z. Comment ça fonctionne async et wait? Premièrement, si vous voulez utiliser await, votre fonction ou bien votre méthode devra être définie comme asynchrone. Donc, await et puis async vont de pair. Donc, je définis cette méthode comme asynchrone et puis je dis on va faire cette requête. Await permet de dire mais il faut attendre qu'on ait une réponse. Et lorsqu'on aura la réponse, tu la mets au niveau de réponse et puis on peut maintenant continuer. Donc, rendu à cette étape-là, on est sûr d'avoir la réponse étant donné qu'on a eu à attendre d'avoir la réponse. Donc, soit vous utilisez les promesses, soit vous utilisez async et wait. Si vous oubliez de mettre async, ça ne va pas marcher. Au niveau du navigateur, il ne sera pas content, il va vous dire « Hey, mon gars, à ce niveau-là, on ne peut pas utiliser await sans que la fonction soit asynchrone. » Et là, je vais remettre async. Mais moi, spécifiquement, ce que je fais, c'est quoi? Pour me déconnecter, on fait une requête de type post vers la route de déconnexion. Et où se trouve la route de déconnexion? C'est /logout. On peut imaginer par exemple cela.
Mais le contrôleur qui est appelé, c'est login controller. Et principalement, moi, ce que je dis, c'est quoi? Au niveau du système d'authentification de Laravel, une fois que l'utilisateur est déconnecté, parce qu'il y a une méthode qui est appelée lors de la déconnexion, qui est logout. Vous voyez, c'est ici qu'on déconnecte l'utilisateur, on invalide sa session. Mais une fois qu'il est déconnecté, on appelle cette méthode logout en lui passant la requête. Donc, si cette méthode est appelée, je suis sûr que l'utilisateur est déconnecté. Donc, moi, j'ai rajouté un petit code pour dire que si c'est une requête Ajax, on va retourner du JSON avec succès à true. Dans le cas contraire, on le redirige vers la page d'accueil. Et vu que là, j'ai fait une requête Ajax, la réponse aura succès. Succès sera true. Et là, je fais une redirection manuelle vers la page d'accueil en faisant window.location vers la page d'accueil. C'est pourquoi lorsque on va essayer d'actualiser, lorsque je viens ici pour me déconnecter, il va faire la requête de type post. On va essayer de remettre la console et puis regarder network. Vous allez voir, on clique là pour enlever ceci. Je me déconnecte. Il a eu à faire une requête de type post. Malheureusement, vu qu'il a eu à faire la redirection, on n'a pas vu ceci. Donc, je vais préserver les logs et puis tenter de me reconnecter. Comme ça, ce sera plus simple de vous le montrer. Bang, je suis connecté. Et puis maintenant, on se déconnecte. Vous allez voir, il a eu à faire une requête de type post vers logout et après, il a redirigé l'utilisateur vers la page d'accueil. Lorsqu'on fait des requêtes au niveau de Laravel, il faut envoyer un token CSRF pour des questions de sécurité. Au niveau de mon fichier JavaScript, qui est ici, app.js, j'ai eu à gérer, je pense que c'est bootstrap.js, j'ai eu à faire en sorte que le token est toujours envoyé. Donc, normalement, vous avez la possibilité de rajouter ce code-là. Dans mon cas, il va rechercher une balise méta qui a comme nom CSRF token. Donc, on vient au niveau du code source, on vient au niveau de layout, app. Vous allez voir que j'ai une balise méta qui aura comme valeur la valeur du token CSRF. On va récupérer la valeur de ce token-là. Et puis, c'était ceci au niveau des headers de Axios pour que ceci soit toujours envoyé. Et puis, ça marche sans problème. Imaginons que je n'avais pas eu à rajouter ce bout de code. On va le couper. Je vais revenir au niveau de mon navigateur. J'actualise. Je vais mettre également la console. Et puis, on va tenter de se connecter. Je viens là. Je mets Mercury Series. Passer 1, 2, 3. On vient au niveau de Network. On va tout clear, on fait se connecter. Vous voyez que là, je suis connecté sans problème. Je viens à ce niveau-là, je me déconnecte également. Et bang, on a une erreur 419. On me dit que le token CSRF ne matche pas. Donc, lorsqu'il a eu à faire la requête Ajax, il n'a pas pu passer le token CSRF, raison pour laquelle ça ne marche pas. Par contre, si je reviens ici et puis je remets le code que je vous avais montré précédemment, lorsqu'il va faire la requête, il va être en mesure de passer le token CSRF. Donc, on va cliquer puis faire logout. Et vous allez voir si on clique là, au niveau des headers, normalement, on doit avoir ce truc en rapport avec le token CSRF. On va essayer de trouver, vous voyez, XCSRF token. Et vu que ce token est passé, il peut vérifier que tout est bon et puis il nous laisse passer. Précédemment, lors de la connexion, ça a marché. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une requête Ajax. Et au niveau du formulaire, on avait le token CSRF qui était présent comme champ caché. Donc là, ça avait marché sans problème. Je sais que ça peut faire beaucoup de choses, mais l'idée, c'est de vous montrer un peu dans les détails tout ce que j'ai eu à rajouter pour que ceci puisse fonctionner. Dernière chose avant de terminer. On avait vu dans la vidéo précédente comment avoir du contenu dynamique qui peut être traduit en utilisant la librairie Translatable de Spatie. Si on vient au niveau de l'exemple où j'avais les préférences, on peut voir que préférence picker utilise préférence. Donc, on a un autre composant préférence pour chacune des préférences. Et comme je vous l'avais montré, si on revient ici, on va tenter de se connecter. Pour les préférences, le nom des catégories, on pouvait avoir ce nom en français ou bien en anglais. Pour l'instant, c'est en français, mais si je passe en anglais en mettant FR,
Ceci, si je passe en français plutôt, ceci est maintenant en français. Par défaut, si on met simplement name, rappelez-vous name, le contenu est stocké comme du texte, comme du JSON. Donc par défaut, ça allait afficher quelque chose qui va ressembler à ceci. Mais vu que les clés représentent les différentes locales, moi j'ai eu à définir au niveau de app.js la librairie Lang qu'on avait utilisée de manière globale en mettant window.lang. Comme ça, je peux y accéder globalement. Maintenant, au niveau de mon composant, j'ai défini une donnée qui a pour nom ici current local pour dire locale courante. Et puis, je peux obtenir la locale courante en mettant lang.getLocal. Et vu que la locale actuelle sera au niveau de current local, lorsque c'est le français, ce sera fr. Lorsque c'est l'anglais, ce sera en. Je vais récupérer au niveau de cet objet-là la valeur quand c'est en ou bien la valeur quand c'est fr. Et c'est ce qui me permet, grâce à ce Mitsubishi-là, de récupérer la valeur sans problème. Et vous voyez que ça marche. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dans la vidéo suivante, ce sera la dernière. Je veux vous parler d'une librairie qui a pour nom Inertia. Et vous allez voir qu'elle est très intéressante si vous souhaitez ici avoir une application qui ressemble un peu à du Single Page Application. Je n'en dis pas plus, mais vous allez tout comprendre ceci dans la vidéo suivante. Promis, ce sera la dernière vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.